Maintenant que nous savons créer de nouveaux types, l'étape suivante consiste à écrire des fonctions qui prennent comme paramètres et renvoient comme résultat des objets définis par le programmeur. Dans ce chapitre, je vais également présenter le style fonctionnel de programmation et deux nouveaux modèles de développement de programme. On va commencer par définir une classe appelée temps qui enregistre le moment de la journée et qui constituera un nouvel exemple de type défini par le programmeur. Donc je vais définir cette classe. Donc on peut créer un nouvel objet de type temps et attribuer des valeurs à heure, minute et seconde. Donc je vais faire ça maintenant. Donc voici à quoi ressemble le diagramme d'état pour l'objet temps. Maintenant, à titre d'exercice, tu vas écrire une fonction qui s'appelle afficher temps, qui prend un objet temps et l'affiche sous la forme heure, minute, seconde. Et tu peux utiliser la séquence de formatage %.2d qui va te permettre d'afficher un entier en utilisant au moins deux chiffres et en ajoutant un 0 au début si nécessaire. Ensuite, tu vas également écrire une fonction booléenne nommée et après qui prend deux objets temps, T1 et T2 et qui retourne true si T1 suit chronologiquement T2 et false sinon. Maintenant que tu as fait ça, on va parler des fonctions pures. Donc dans les prochaines sections, on va écrire deux fonctions qui additionnent des valeurs temporelles. Donc elles exemplifient deux types de fonctions, les fonctions pures et les modificateurs. Elles illustrent également un modèle de développement que j'appellerais prototypage et correction, dont l'objectif est d'aborder un problème complexe en commençant par un simple prototype et en traitant les difficultés de façon incrémentielle. Donc, je vais définir un prototype simple de ajouter temps, qui va être une fonction qui ajoute les deux valeurs temporelles. Je vais définir cette fonction maintenant. Cette fonction, elle crée un nouvel objet temps, elle initialise ses attributs et elle renvoie une référence au nouvel objet. On appelle ça une fonction pure car elle modifie aucun des objets qui lui sont passés comme argument et elle n'a aucun effet comme l'affichage d'une valeur ou l'obtention des données saisies par l'utilisateur autre que de renvoyer une valeur. Donc pour tester cette fonction, je vais créer deux objets temps début qui contient l'heure de début d'un film et durée qui contient la durée du film qui est d'1 h et 35 minutes. Et donc, ajouter temps va calculer quand le film sera fini. Donc, je vais exécuter le programme pour vous montrer cet exemple. Ce résultat, 10 h 80 minutes 0 secondes, c'est pas ce qu'on espérait. C'est-à-dire que le problème est que cette fonction ne traite pas les cas où le nombre de secondes ou de minutes additionnées dépasse 60. Donc lorsque cela se produit, on devrait retenir ou reporter les secondes supplémentaires dans la colonne des minutes ou les minutes supplémentaires dans la colonne des heures. Donc je vais faire des modifications à la fonction ajouter temps pour en faire une version améliorée. Maintenant que j'ai fait ces modifications, la fonction elle est correcte, mais elle commence à beaucoup grossir. Donc on va voir plus tard comment faire une version beaucoup plus courte. Maintenant parlons des modificateurs. Donc parfois il est utile qu'une fonction puisse modifier les objets qu'elle reçoit comme paramètres. Dans ce cas, les changements sont visibles par la procédure appelante. Donc ce genre de fonction s'appelle des modificateurs. Je vais définir une fonction incrémente qui ajoute un nombre donné de secondes à un objet temps. Cette fonction elle peut être écrite naturellement comme un modificateur. Donc je vais définir une première version et après on fera des modifications. Donc, la première ligne de cette fonction, elle effectue l'opération d'addition. Le reste de la fonction traite les cas particuliers qu'on a vus dans la section précédente. Donc, est-ce que cette fonction, elle est correcte? Qu'est-ce qui se passe si le nombre de secondes est beaucoup plus élevé que 60? Dans ce cas, il suffit pas de faire la retenue une seule fois. On va devoir continuer à la faire jusqu'à ce que la valeur temps.seconde soit inférieure à 60. Une solution consiste à remplacer les instructions if par des instructions while. Donc cela rendrait la fonction correcte mais pas très efficace.
Donc à titre d'exercice, essaye d'écrire une version correcte de increment qui contient pas de boucle. Donc maintenant que tu as fait ça, on va passer à la suite. Donc tout ce qui peut être fait avec des modificateurs peut également être fait avec des fonctions pures. En fait, certains langages de programmation dits fonctionnels autorisent uniquement les fonctions pures. Il existe certaines indications que les programmes qui utilisent des fonctions pures sont plus rapides à développer et moins sujets aux erreurs que les programmes qui utilisent des modificateurs. Cependant, les modificateurs sont pratiques parfois et les programmes fonctionnels ont tendance à être moins efficaces. Donc en général, je te conseille d'écrire des fonctions pures chaque fois que cela est raisonnable et de recourir à des modificateurs uniquement si cela présente un avantage convaincant. Cette approche pourrait s'appeler un style fonctionnel de programmation parce qu'on privilégie les fonctions pures plutôt que les modificateurs. Donc maintenant, à titre d'exercice, tu vas écrire une version pure de increment qui crée et qui retourne un nouvel objet temps plutôt que de modifier le paramètre temps. Maintenant que tu as fait ça, je vais parler de la différence entre deux modèles de développement, le prototypage et la planification. Donc le modèle de développement que j'illustre ici s'appelle prototypage et correction. Donc pour chaque fonction, j'ai écrit un prototype qui effectue le calcul de base et ensuite je l'ai testé en corrigeant les erreurs en chemin. Cette approche, elle peut être efficace surtout si tu n'as pas encore une compréhension profonde du problème, mais les corrections incrémentales peuvent générer du code qui est inutilement compliqué car il traite de nombreux cas spéciaux et non fiables car il est difficile de savoir si tu as trouvé toutes les erreurs. Une autre possibilité, c'est le développement par conception dans lequel une compréhension de haut niveau du problème peut rendre la programmation beaucoup plus facile. Dans ce cas, il s'agit de comprendre qu'un objet temps est en fait un nombre à 3 chiffres exprimé en base 60. Donc si tu sais pas ce que ça veut dire une base 60, dans ce cas, tout ce que ça représente, c'est le fait que 1 minute équivaut à 60 secondes et 1 heure équivaut à 60 minutes. Donc l'attribut seconde est la colonne des unités, entre guillemets, l'attribut minute est la colonne des soixantaines et l'attribut heure est la colonne des 3600. Donc si on a 3600 secondes, par exemple, on va le représenter sous la forme 1 heure, 0 minute, 0 seconde. Si on a 60 secondes, on le représentera sous la forme 0 heure, 1 minute, 0 seconde. Et si on a moins de 60 secondes, par exemple 59 secondes, on le représentera sous la forme 0 heure, 0 minute et 59 secondes, par exemple. Donc lorsqu'on a écrit ajouter temps et incrément, on était effectivement en train de faire des additions en base 60, ce qui explique pourquoi nous avons dû faire des retenues d'une colonne à l'autre. Donc cette observation, elle suggère une autre approche de l'ensemble du problème, c'est-à-dire qu'on peut convertir des objets temps en entiers et profiter du fait que l'ordinateur sait comment faire l'arithmétique avec des entiers. Donc maintenant, je vais définir une telle fonction qui convertit temps en entier. Ensuite, il faut également définir une fonction qui convertit un nombre entier vers un temps. Rappelle-toi que la fonction divMod effectue une division entière du premier argument par le second et renvoie le quotient et le reste sous la forme d'un tuple. Donc on va s'en servir pour définir cette fonction. Tu vas peut-être avoir besoin de réfléchir un peu et d'exécuter quelques tests pour te convaincre que ces fonctions elles sont correctes. Donc une manière de tester et de vérifier que ça marche, c'est d'utiliser cette expression temps var int entre parenthèses int var temps de x égale x pour de nombreuses valeurs de x. Cela représente un exemple d'un contrôle de cohérence. Qu'une fois que tu es convaincu qu'elles sont correctes, tu peux utiliser ces fonctions pour réécrire ajouter temps. Donc on va remonter et on va réécrire ajouter temps. Donc cette version, elle est bien plus courte que l'original et elle est plus facile à vérifier. Donc à titre d'exercice, tu vas également réécrire la fonction incrémente en utilisant temps var int et int var temps. Tu devrais pouvoir bien réduire le corps de la fonction. Maintenant que tu as fait ça, on va passer à la suite. Donc à certains égards, les conversions de base 60 à base 10 et vice-versa sont plus difficiles que le simple traitement des temps. La conversion de base, c'est plus abstrait.
Notre intuition pour traiter les valeurs de temps, elle est meilleure parce que c'est quelque chose qu'on utilise dans notre vie de tous les jours. Mais si on a l'intuition de traiter le temps comme un nombre en base 60 et qu'on fait l'investissement d'écrire les fonctions de conversion temps vers int et int vers temps, on obtient un programme qui est plus court, plus facile à lire et aussi à débugger, et également plus fiable, car il se rapproche plus de la réalité du problème qu'on traite. Il est également plus facile d'ajouter des fonctionnalités plus tard. Par exemple, imagine la soustraction de deux temps pour trouver la durée écoulée entre eux. L'approche naïve serait de mettre en œuvre la soustraction avec retenue. Donc l'utilisation des fonctions de conversion serait plus facile et beaucoup plus susceptible d'être correcte, car elle est correcte à la conception en fait. L'ironie du sort, c'est que parfois le fait de rendre un problème plus difficile ou plus général le rend plus facile car il y a moins de cas particuliers et moins de possibilités d'erreur. Maintenant, quelques conseils pour débugger. Donc, un objet temps est bien formé si les valeurs de minutes et secondes sont entre 0 et 60, 0 compris mais 60 non compris, et si heure est positive. Donc heure et minute doivent également être des valeurs entières, mais nous pourrions permettre à seconde d'avoir une partie fractionnaire. De telles exigences s'appellent des invariants parce qu'elles doivent toujours être satisfaites. Autrement dit, si elles ne sont pas vraies, quelque chose a mal tourné. Écrire du code pour vérifier les invariants peut aider à détecter les erreurs et à trouver leur cause. Par exemple, on pourrait écrire une fonction comme valideTemps qui prend un objet temps et renvoie false si elle enfreint un invariant. Donc je vais définir cette fonction maintenant. Maintenant qu'on a défini cette fonction, au début de chaque fonction, on peut vérifier les arguments pour s'assurer qu'ils sont valides. Donc par exemple, dans ajouter temps, on peut rajouter une ligne if not ou alors on a également une seconde option qui est d'utiliser une instruction assert qui vérifie un invariant donné et déclenche une exception si elle échoue. Donc on fait ça en utilisant le mot-clé assert. Les instructions assert sont utiles car elles font la distinction entre un code qui traite des conditions normales et un code qui traite des erreurs. Donc dans ce cas, par exemple, si le temps n'est pas bien formaté, on a envie de déclencher une erreur. Donc maintenant, on va exécuter ce programme pour vérifier et ce sera la fin de ce cours.